polaire. Donc, Quark Expedition, c'est une compagnie canadienne qui célèbre cette année ses 30 ans d'existence. On est exclusivement spécialiste des régions polaires. On a commencé il y a 30 ans par être la première compagnie à emmener des passagers non scientifiques au pôle Nord géographique. Et puis, au fil des ans, on a étendu notre domaine à de nombreux itinéraires à la fois en Arctique et en Antarctique. Et puis, depuis déjà quelques années, en France, on propose en partenariat avec Bleu Infini des croisières pour les francophones, donc clé en main au départ de la France et accompagné par notre expert Rémi Marion, qui va se présenter lui-même, qui va vous parler de la destination antarctique, qu'il connaît sur le bout des doigts. Et puis moi, je réinterviendrai à la fin pour vous dire quelques mots des prochains groupes que l'on organise l'hiver prochain en Antarctique et puis des navires aussi avec lesquels on voyage. Voilà, alors je laisse Rémi se présenter et puis on va partir ensemble à la découverte de l'Antarctique. Merci Laurence. Oui, bonsoir à tous. Je vois qu'on est déjà assez nombreux, c'est très sympa. Euh, donc oui, quelques mots pour me présenter. Donc moi, ça fait plus de 30 ans que je voyage dans les régions polaires. J'ai commencé en 1986 par un voyage au Spitzberg. Et puis, à l'origine, c'était pas mon activité principale. Mais bien de loin en loin, j'ai commencé à créer des voyages, entre autres en kayak de mer au début, en traîneau à chien, enfin tout un tas de choses en expédition. Et puis, je me suis mis aussi à écrire des livres. Et 25 livres plus tard, 30 quelques années de voyage plus tard, et puis au moins une bonne vingtaine de voyages en Antarctique, donc qui est le sujet de la soirée. Voilà, donc ça m'a permis d'accumuler beaucoup d'informations. J'ai aussi été président de l'association Jean-Baptiste Charcot et du pourquoi pas. Donc de nombreuses activités, donc avec deux grands focus, donc qui sont l'exploration polaire et la faune polaire. Donc j'ai commis plusieurs livres sur les manchots et puis j'ai une autre activité aussi qui est celle d'être réalisateur. Et donc mon dernier film était sur les îles Falkland, donc ce qu'on appelle en français donc les îles Malouines. Et donc c'était un film sur les manchots, donc qui était pour France Télévisions, pour France 2. Donc voilà, nombreuses activités. Alors moi je travaille exclusivement donc avec Bleu Voyage et Quark Expédition pour diverses raisons. J'ai travaillé avec, je pense, toutes les sociétés de croisière en Europe qui font de l'expédition polaire, enfin plus ou moins aussi, ou qui disent qu'ils font de l'expédition polaire. Moi, ce qui m'intéresse de travailler avec Bleu Voyage et avec Quark, justement, c'est ce côté expédition qui n'est pas frelaté, on va dire. C'est-à-dire que, évidemment, on vous vend, on vous inscrivez sur un voyage avec un programme qui sera défini, évidemment, qui sera le plus proche possible de ce que l'on pourra faire. Mais évidemment, on va dans des régions qui sont compliquées. Compliquées par la météo, par la glace, par le passage de Drake, le fameux passage de Drake entre Ushuaïa et la péninsule antarctique. Alors heureusement, je vous rassure tout de suite, avec les nouveaux bateaux, on y passe beaucoup moins de temps qu'avant. Et ça, c'est très appréciable. Le dernier voyage que j'ai fait, c'était en novembre 2019 maintenant. Et d'avoir une demi-journée au moins en mer, eh bien, c'est assez appréciable dans ce fameux passage de Drake, qui parfois est absolument magique, parfois un peu plus compliqué. Mais soit dit en passant, donc Quark Expédition, eh bien, il dit un programme, mais ce programme, il peut changer. Et évidemment, en fonction de la météo, en fonction de la glace, parfois on peut débarquer, parfois on ne peut pas. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Une vraie expédition, c'est ça. Hein, et c'est pas parce qu'on est sur un navire extraordinaire comme peut-être le World Explorer ou l'ultramarin qui nous arrive, mais forcément on subit le climat de ces régions qui est parfois compliqué, surtout en péninsule antarctique où même si le climat est relativement doux par rapport au reste de l'Antarctique, eh bien justement il est aussi parfois assez perturbé. Mais justement c'est ce qui en fait tout le charme et tout le sel de ces voyages-là. En général, une fois qu'on a passé les dépressions qui sont dans le passage de Drake, donc qui tourne autour du continent antarctique, hein, eh bien, on arrive dans une zone où il y a rarement des vents très très forts, mais parfois ça peut se lever assez vite. Mais il faut être préparé à ça. Et ces bateaux-là sont conçus pour ça. Et surtout le staff. Parce que le point le plus important, je dirais même, au-delà même du bateau, du confort du bateau, ce qui compte, c'est le staff. Et moi, j'ai travaillé avec la plupart des équipes de bateaux de croisière en Antarctique et dans l'Arctique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de partir avec un staff Quark.
Parce que là, vous avez toutes les compétences réunies, tous les enthousiasmes réunis ici. C'est ça qui est super important. Donc d'avoir des jeunes et des moins jeunes, des scientifiques, des baroudeurs, des aventuriers, des scientifiques de très haut niveau, des historiens, des biologistes marins et ainsi de suite, qui viennent de Russie, qui viennent d'Australie, qui viennent du Québec, et ainsi de suite, qui fait justement cette espèce d'équipe assez incroyable qui est constituée par Quark. Et moi, c'est ce qui vraiment me fait vivre ces voyages et évidemment m'intégrer à cette équipe. Parce que moi, je vais vous faire des conférences, je vais vous faire découvrir un petit peu tout ce que j'ai pu accumuler pendant tous ces voyages, mais le reste du staff francophone, et puis les anglophones évidemment, si vous pouvez échanger avec eux, eh bien, vous faire partager en permanence ce voyage. Et c'est vraiment ce qui compte dans un voyage d'expédition, c'est que vous soyez prêts à partager, parce qu'en face, vous avez un staff qui n'est là que pour ça, pour vous partager de la passion, de l'enthousiasme, de l'envie. Et je vous prie de croire qu'il y a des moments, il faut l'avoir rivé au corps, l'enthousiasme, parce que on a passé l'après-midi sous la neige, dans le froid, dans le vent, et pour repartir et se remettre dans le zodiaque et repartir avec le même sourire, et là, il faut vraiment être enthousiaste. Voilà une vue qui est évidemment magnifique. Hein. Merci Laurence. Ça, c'est l'entrée du canal Lemaire qu'on appelle le Kodak Channel. Donc, parce qu'on y fait beaucoup, beaucoup de photos, surtout quand il est vu avec cette fameuse météo assez incroyable. Mais parfois, vous voyez, par exemple, sur cette image, eh bien, une des difficultés de naviguer en péninsule antarctique, eh bien, ce sont les glaces, évidemment. Et c'est aussi l'un des buts du voyage, hein, c'est de se confronter à ces fameuses glaces. Et le canal Lemaire, qui est extrêmement étroit, eh bien, peut être encombré par la glace. Et malheureusement, ça peut arriver qu'on ne puisse pas le franchir. Et c'est assez compliqué de le contourner parce qu'il y a beaucoup de roches, d'îlots qui sont tout juste cartographiés. Donc ce canal Lemaire, qui est évidemment un moment magique, un moment fort de cette croisière en péninsule antarctique, parfois on ne peut pas le passer. Et en fait, bon, c'est embêtant, ça peut être grave, mais on va faire autre chose. Et le staff, le chef d'expédition, vont tout de suite réagir pour vous reproposer en disant voilà, on a essayé, le capitaine a essayé de passer, on n'a pas pu passer. Et c'est ça une expédition. On fait le maximum de choses en fonction de la météo, de la glace et des possibilités. Évidemment, ce canal Lemaire, moi je l'ai franchi des dizaines de fois. Parfois, on ne voit pas les bords parce qu'il y a du brouillard. On est frustré aussi. Mais il peut aussi avoir une lumière aussi magique que celle-là. Sachant aussi que sur ce type de voyage où tout est fait pour que vous profitiez au maximum, eh bien, on va y arriver en général le matin, à 7 heures du matin, pour rentrer dans le canal Lemaire, pour en profiter au maximum, avec la lumière du lever du jour, même si les nuits sont assez courtes en général, au milieu de l'été austral, mais on va y arriver le matin vers 7h, 7h30, au moment du petit déjeuner, eh bien, vous sortirez sur le pont et ce sera comme ça, ou avec du brouillard, ou voilà, on ne sait jamais. Parfois aussi, il y a des orques, il y a des baleines qui sont devant le bateau et à l'entrée du canal Lemaire. Dès que c'est possible, dans une journée en expédition, eh bien évidemment, le soir, on vous aura donné un planning avec une carte pour les débarquements, avec les possibilités de débarquement. Mais évidemment, tout ça, ça va dépendre du vent, de la glace. Et dès que tout ça, ce sera opérationnel, eh bien, on vous appellera dans un groupe pour débarquer. Et là, vous enfilerez votre plus beau parka orange. Excusez-moi, c'est l'enthousiasme. Vous enfilerez votre plus beau parka orange pour embarquer sur les Zodiacs. Et là, tout est fait pour votre sécurité, votre confort et surtout l'observation et le partage de tout ça. Parce que le but, évidemment, est que vous n'ayez pas froid, que vous soyez au mieux pour les observations, pour voir des phoques, pour voir des baleines, des paysages sublimes, des manchots, évidemment. Et à bord, vous avez un pilote de Zodiac qui connaît très très bien la région, qui est rompu à toutes les méthodes de sécurité possibles et imaginables. Et ça, c'est important. Et donc, vous n'avez rien à vous soucier, sauf d'écarquiller les yeux et d'observer les baleines, de faire des photos, de paysages. Donc, on est sur ces fameux zodiacs. Au début, c'est un petit entraînement pour y embarquer si vous ne l'avez jamais fait, mais ça se manie très bien. Et puis, évidemment, en amont, eh bien, vous avez une réunion qui est extrêmement précise pour vous expliquer tout ça. Donc, une fois qu'on est dans le courant de cette expédition, eh bien, tout va rouler, quoi. Mais surtout, il faut être disponible. Il faut être dans l'enthousiasme et dans le partage pour tout le monde.
Parce que là, il n'y a pas de chichi le soir, il n'y a pas de reblong, il n'y a pas le pianiste qui vous joue une sérénade. On est là pour partager ces régions. Parce que moi, je considère pour y aller souvent, eh bien, ça reste toujours un privilège que d'aller en Antarctique, que d'aller dans ces régions-là, de découvrir ces paysages-là, qu'il y ait du brouillard, qu'il neige, qu'il fasse beau, peu importe, ça reste un privilège. Et donc, ce privilège, vous voyez, ça, c'est une vue en drone qu'on a fait l'année dernière, ça reste un privilège qu'il faut absolument partager. Et donc, on est à bord sur les Zodiacs, on partage entre nous avec le pilote de Zodiac, avec des accompagnateurs aussi naturalistes. Et puis, évidemment, quand on rentre, eh bien, on va pas débriefer parce qu'il n'est pas là, mais on va partager, on va échanger autour de tout ce que l'on a pu voir pendant la croisière. Donc, ce qui fait que si la météo est bonne, eh bien, on va débarquer au moins, je dirais, 2 fois par jour sur ces sites. Ce qui est assez extraordinaire avec l'organisation Quark, c'est que sur chaque site, on a le droit de débarquer 100 personnes. C'est la règle en Antarctique. Donc, si, admettons, on est 180 personnes sur le bateau, eh bien, il y aura 2 groupes. Un groupe qui va débarquer, et pendant ce temps-là, l'autre groupe va faire ce qu'on appelle une croisière Zodiac, de la même durée, environ 1h30, hein, à chaque fois, 2 heures, suivant les disponibilités, suivant la météo. Et puis, au bout d'un certain temps, eh bien, au bout de 2 heures, eh bien, on va permuter. Donc, ce qui fait que vous ne perdez absolument pas de temps. Et bien, vous repartez à terre pendant que le groupe qui était à terre eh bien, part en Zodiac. Donc, il y a une optimisation comme ça, parce qu'il y a énormément de Zodiac et énormément de pilotes de Zodiac à bord des bateaux Quark, et ce qui fait qu'on peut mettre jusqu'à 12, 14 Zodiac à l'eau pour pouvoir faire le maximum de choses dans la journée. Si il fait très très beau, et que tout l'équipage, c'est-à-dire l'équipage chez vous aussi, hein, les passagers, et que le chef d'expédition se dit wow, il fait vachement beau, eh bien, on réembarque. Alors, on peut se faire un 3e débarquement. Alors, rien n'est obligatoire, évidemment, mais on peut se faire un 3e débarquement sur un site. On peut même faire qu'une demi-heure, peut-être. Mais ça permet vraiment de passer un maximum de temps quand les conditions sont optimales. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est ça la croisière d'expédition. C'est du partage, c'est de l'échange et aussi faire un maximum de choses en fonction de la météo. Et ça, c'est le chef d'expédition, qui sont des gens chez Quark étonnants. Moi, j'ai jamais rencontré un chef d'expédition un peu fadasse qui. Non. Chez Quark, tous les chefs d'expé, ils veulent en faire le maximum. Ils sont toujours des gens qui ont une expérience incroyable, qui ont 10, 12, 15 ans d'expérience dans les régions polaires et en tant que chef d'expédition. Donc, ils sauront trouver le bon endroit pour débarquer. Et puis, ils sont éminemment respectés par leur staff, par leur équipe. Et donc, ce qui fait que si le chef d'expédition dit on débarque à tel endroit et tout le monde fonce. S'il dit on ne peut pas y aller parce qu'il fait mauvais, eh bien, on stoppe tout de suite. Donc, il y a un grand respect donc, dans le chef d'expédition et dans son travail. Et aussi, le couple le plus important à bord d'un bateau d'expédition, c'est la relation entre le commandant et le chef d'expédition. Parce que si le commandant, lui, évidemment, c'est le maître à bord, en tout temps d'ailleurs, c'est vraiment le big boss, eh bien le chef d'expédition et la relation qu'il a avec le commandant, c'est ça qui va faire la valeur aussi de votre voyage. Parce que si les relations, vraiment, s'ils se connaissent bien, s'ils sont main dans la main, qu'ils ont envie vraiment de vous faire partager, de vous montrer le maximum de choses, eh bien, vous allez voir des choses incroyables et on va pouvoir y passer du temps et vous allez revenir avec des souvenirs inimaginables. Et moi, j'ai fait plus de 20 ou 25 voyages, je ne sais plus, maintenant en Antarctique. Et chaque voyage en Antarctique est différent. Et c'est aussi ce qui fait sa richesse. Alors évidemment en fonction de la saison, parce qu'on ne voit pas la même chose au mois de novembre qu'au mois de mars, mais aussi évidemment, comme je vous l'ai dit, en fonction de la météo, en fonction du bateau aussi. Maintenant, on a des bateaux extraordinaires de confort, de facilité. Donc évidemment, tout ça, ça fait que les croisières passent encore plus vite et qu'on fait encore plus de choses. Donc là, on voit quelques manchots papous en fin de saison, on va dire, parce qu'il y a un petit jeune qui est en train de muer là, qui perd son duvet sur la tête. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter, je pense. Voilà, une belle baleine à bosse. Alors ça c'est aussi quelque chose d'assez enthousiasmant quand on va en Antarctique maintenant. C'est qu'on voit de plus en plus de baleines. Il faut savoir que la baleine à bosse est une baleine qui a été très très bien protégée,
Et sa population, vraiment, il y en a partout. Moi, quand je vais en Alaska, je vois des baleines partout. Quand je vais au Groenland, je vois des baleines partout. Et maintenant, il y a de plus en plus de baleines à bosse. Ce qui fait aussi une des grandes différences, je me rappelle par la dernière croisière, celle d'avant que j'ai faite au printemps dernier, le chef d'expédition nous a dit, je connais une petite baie, on n'y va jamais, j'y suis pas allé depuis 5 ans ou plus, mais on irait bien. Et c'est ça l'expédition. C'était pas au programme. On l'a remplacé avec autre chose. On est arrivé dans une baie incroyable qui était cernée de glaciers. Moi, je connaissais pas du tout l'endroit. Et c'était couvert de baleines. Il y avait des dizaines de baleines à bosse qui étaient en train de manger, en train de, vous voyez, les caudales et ainsi de suite. Et ça, c'était phénoménal. Et c'est un endroit où il y a très très peu de bateaux de croisière qui vont. Et là, c'était la connaissance du chef d'expédition qui nous a fait aller et aussi la rapidité d'exécution qui nous permet de dire on fait un débarquement de plus, on y va et on va dans cette fameuse baie. C'est ça aussi qui fait la force de la croisière d'expédition. Il n'y a pas de question. Voilà, des orques. Les orques, on en voit aussi beaucoup, suivant les saisons, souvent en début de saison ou en fin de saison. Là, on voit par exemple des phoques en arrière-plan de l'orque. C'est vrai que c'est une zone où vous avez une population d'orques qui sont spécialisées dans la chasse aux phoques. Et ils font basculer, je ne sais pas si vous avez vu la séquence tournée par la BBC, mais ils font basculer les morceaux de glace pour attraper les phoques crabiers. Phoques crabiers que l'on voit en quantité considérable dans ces régions-là, donc est la population la plus importante. Comme vous voyez là, ils sont tranquillement au soleil de la baie Pléno, donc au sud du canal Lemaire. Donc un endroit magique. Hein, et évidemment, quand on est dans ces endroits-là, moi je vais vous parler de la faune et aussi les naturalistes et les biologistes qui sont à bord, mais je vais aussi beaucoup vous parler d'histoire. Parce qu'évidemment, quand on est dans ces régions-là et qu'on voit Port Charcot, par exemple, on se demande qu'est-ce qui s'est passé dans ces régions-là. Et Port Charcot, c'est là où le commandant Charcot hivernait pour la première fois à bord de son bateau Le Français. Et donc, évidemment, on va pouvoir parler d'exploration. On va parler de Adrien Gerlache, l'explorateur belge. On va parler des Anglais, des baleiniers anglais qui sont venus dans cette région aussi. Voilà. Donc, et puis plus largement, on parlera évidemment de l'Antarctique. Sachant que la péninsule antarctique est un tout petit bout de l'Antarctique, de ce fameux continent, mais c'est la partie la plus accessible. Mais c'est aussi, moi, pour être allé de l'autre côté, côté mer de Ross, c'est certainement la plus intéressante au niveau de la faune, parce que c'est là que vous avez le plus de diversité, et de phoques, de manchots. Là, vous voyez des otaries à fourrure, d'ailleurs, qui sont très, très nombreuses maintenant, et de plus en plus nombreuses en péninsule antarctique. Donc, pour ça, c'est aussi passionnant dans cette péninsule antarctique de voir beaucoup, beaucoup d'animaux. Et de plus en plus d'animaux, parce que nous, avec le recul, évidemment, depuis, j'ai fait mon premier voyage en Antarctique en 1990, donc ça fait 30 ans. Évidemment, on peut voir de la faune qui est de plus en plus nombreuse. Les otaries, on n'en voyait quasiment pas. Maintenant, on en voit beaucoup. Les baleines, c'est un petit peu pareil. Il y a d'autres espèces, et là, on en parlera évidemment à bord de problèmes de réchauffement climatique, mais on voit des espèces qui ont tendance un petit peu à diminuer et d'autres à prendre leur place. Donc, c'est comme ça que ces régions-là aussi vivent le réchauffement climatique. Là, donc là, vous avez un lab, un damier du Cap, qui est un joli petit pétrel qui suit les bateaux à partir du passage de Drake, et puis des sternes. Hein, la sterne arctique est bien fait un petit peu comme nous. Quand on est expéditionnaire et en travaillant avec Quark et Bleu Voyage, l'été, on est dans l'Arctique et l'hiver, on est en Antarctique. Les sternes, elles font le même voyage que nous. Voilà des très très beaux icebergs, hein, évidemment. Toute cette glace qui nous environne, on en parle, hein, évidemment. On parle de la banquise, on parle des icebergs qui sont omniprésents. C'est ce qui fait la beauté de ce paysage. Oui. Comment? J'ai pas entendu la question. C'était pas une question, je crois que c'est quelqu'un qui parle. Ah, qui parle dans son micro. Qui n'avait pas coupé son micro, oui. D'accord. Donc oui, là, on longe un iceberg. Et évidemment, là, c'est l'expérience du commandant, là, par contre. Parce que vous avez des commandants
un peu frileux, j'en ai eu sur d'autres compagnies, hein. Et puis des compagnies, des commandants qui ont vraiment envie de vous montrer le maximum de choses, qui longent les icebergs, évidemment en toute sécurité, hein, pour vous donner le meilleur point de vue, la meilleure lumière aussi sur ces glaces. Et là, on est au petit matin. Alors le problème, hein, c'est qu'il ne faut pas penser qu'un voyage polaire, c'est pour se reposer, hein. Si vous allez pour vous reposer, c'est raté, ou alors vous allez rater beaucoup de choses, parce qu'il il fait jour très tôt le matin, à partir de 5h30 souvent, et puis jusqu'à 22h30. Et puis après, on a beaucoup de choses, on est très excité, donc on ne dort pas forcément très bien, mais ce n'est pas fait pour se reposer, c'est fait pour se nourrir de tous ces paysages, toutes ces ambiances, de tous les échanges qu'on peut avoir les uns avec les autres, quoi. Voilà, donc cette glace, hein, là, c'est aussi un endroit magique. Il y a cette énorme meringue de glace. On est juste en face. Là, on est sur une colonie de manchots papous. Alors, évidemment, les manchots, on en voit beaucoup parce que les manchots papous, en particulier, eh bien, c'est une espèce très opportuniste et qui se complaît assez bien avec le réchauffement climatique. Et ce qui fait que la population, pour l'instant, je dirais du moins, va plutôt bien et on en voit beaucoup sur de nombreuses colonies en péninsule antarctique. Ah, pouvons-nous avoir les températures, c'est ça la question? Oui. Pouvons-nous avoir les températures moyennes diurnes pendant les sorties zodiques? Alors, ça dépend beaucoup s'il y a du vent. On peut avoir, dans le pire des cas, on va dire, on va avoir -5. Alors, avec la vitesse du zodiaque, je ne vais pas vous dire qu'il fait très chaud. L'avantage, c'est que les parkas qui sont fournis par Quark sont vraiment hyper efficaces, hein. Dedans, vous avez une petite doudoune amovible que vous pouvez même avoir à bord sans mettre le parka. Ils sont super, super efficaces. Donc après, il vous faut un surpantalon et puis dessous, des sous-vêtements. On vous fournit des bottes aussi qui sont incroyables d'efficacité, aussi bien parce que ça glisse pas quand vous montez sur les rochers comme on voit là. Et puis, elles sont très confortables avec intérieur néoprène. Et évidemment, on vous donne des conseils pour vous équiper. Ah, bonjour Michel. Salut. Et on vous donne des conseils pour vous équiper. Et ça peut être froid. Mais si par exemple, à bord d'un Zodiac, vous commencez à être 2 ou 3 à avoir froid, eh bien, on va rentrer à bord. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Il faut évidemment, c'est dommage, donc il faut bien s'équiper. Vous avez une boutique à bord qui est en général très très bien achalandée. Et s'il vous manque un bonnet, une paire de gants et ainsi de suite, eh bien, vous pouvez les acheter à bord, quoi. Mais il ne fait pas très froid. Alors parfois, il y a des jours, eh bien, on met la doudoune parce qu'il faut la mettre, c'est obligatoire. Enfin, on met la parka. Mais on s'en passerait bien parce il fait doux, il y a du soleil et il n'y a pas de vent. Mais bon, ce n'est pas très, très fréquent. Je dirais qu'entre -5 et +5, on est à peu près dans la norme des températures pendant l'été austral. Évidemment, début de saison, fin de saison, eh bien, on est sur des périodes un peu difficiles. Ça, c'est une photo qui me tient à cœur. Oui, Pardon. Une autre question, Rémi. Michel souhaite savoir si vous parlez de la partie est ou ouest de la péninsule. Je parle de la partie ouest, Michel, parce que la partie est est assez compliquée à accéder. Il y a le détroit d'Esperanza qui est un peu compliqué. Ça fait beaucoup de mer aussi. Alors évidemment, les icebergs sont tabulaires de l'autre côté, donc il y a des icebergs beaucoup plus gros. Il n'y a pas autant de faune que sur la côte ouest, parce qu'on n'a pas du tout le même climat. Le climat est plus froid à l'est de la péninsule. Donc en général, je dis bien en général, on se cantonne sur la côte ouest. Même s'il y a donc mer de Bellinghausen, île Charcot, île Pierre Ier. Voilà, c'est ça, exactement. C'est ça, merci. Ok. Voilà. Je vois qu'il y a un connaisseur. Et bien justement, en parlant de Charcot, vous voyez cette photo qu'on a prise il y a 2 ans. Je suis accompagné de Anne, qui est l'arrière-petite-fille du commandant Charcot, et donc qui est venue avec nous. Et ça, c'est à Port-Charcot, donc le cairn qui a été construit à la fin de l'hivernage du Français, donc le premier bateau de Charcot en Antarctique. Donc voilà, ce sont des lieux qui sont chargés d'histoire, auxquels on a accès.
Là, c'est pareil, c'est un endroit assez compliqué d'accès en fonction de la glace. Mais en général, quand il y a beaucoup de Français à bord, moi, je demande au commandant et au chef d'expédition si parfois on peut faire un petit détour. Si c'est pas franchement au programme, eh bien, et si on peut y aller, eh bien, on va aller à Port-Charcot parce que c'est un très bel endroit où il y a beaucoup de phoques crabiers en général. Et il y a encore aussi ce qu'on appelle la cabane magnétique, un endroit qui avait été construit par des scientifiques de l'équipe Charcot. Donc, c'est un endroit chargé d'histoire et évidemment, j'en parle abondamment. Voilà, typiquement, un débarquement dans ce qu'on appelle la baie du Paradis. Alors, c'est vraiment un paradis, cette baie. Moi, je l'aime beaucoup parce que d'une, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a souvent une belle lumière, des beaux endroits, des beaux sites. Et donc, on y va, je dirais, systématiquement dans cette baie du Paradis. Là, c'est une base argentine qui n'est pas toujours occupée. Mais en général, on y va et on peut monter sur la droite. Là, il y a une petite colline que l'on peut monter. On est à plus de 200 mètres au-dessus de la mer et ça donne une vue sublime sur cette baie du Paradis. Ça vous donne une belle vue aussi sur les zodiacs. Hein. Vous voyez que ce sont des zodiacs qui sont des engins très très fiables, très costauds, évidemment avec des bons pilotes. Eh bien, on peut tout faire avec ça. On peut vraiment beacher, débarquer dans à peu près n'importe quel endroit possible et imaginable, quoi. On a une question, Rémi, de la Oui. part de Carole, qui souhaite connaître la meilleure période pour ce voyage. Alors, la meilleure période, c'est un peu compliqué parce que ça dépend ce que vous voulez voir. Les croisières démarrent au mois de novembre jusque, je ne sais pas, Laurence, tu me dis si je me trompe, mais fin février, début mars. On t'entend pas. T'entends pas. Ton micro est coupé. Et donc, Oui, pardon, jusqu'en mars. oui, jusqu'en mars, c'est ça. Ouais, ouais. Donc, les lumières sont très différentes. Moi, j'aime bien le début de saison, j'aime bien novembre, parce que c'est un peu comme si on était au printemps chez nous. Les colonies de manchots commencent à s'installer. Il n'y a pas encore de poussins, mais la lumière est douce. On commence à avoir quelques baleines. Il y a beaucoup de glace, par contre, en novembre. Il y a beaucoup, beaucoup de glace. Donc ça, c'est le grand intérêt de partir tôt dans la saison. C'est parce qu'il y a beaucoup de glace. Après, évidemment, au courant de la saison, eh bien, on va voir les œufs des manchots, les petits manchots. Mais il y aura moins de glace. La lumière sera peut-être un peu plus dure. Et puis en fin de saison, alors souvent à partir du mois de février, c'est là où on a le plus de mammifères marins. Beaucoup de baleines, beaucoup de phoques en février. Voilà, donc c'est un petit peu difficile de dire quelle est la meilleure saison. Ça va dépendre de chacun. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de meilleure saison. Moi, j'aime bien novembre parce que c'est vrai que la lumière est intéressante et on voit les manchots qui s'installent, qui vont chercher les petits cailloux, qui vont commencer à faire leur nid, qui paradent. Voilà, donc ça, c'est vraiment le renouveau, ce printemps de l'Antarctique. Alors, sachant que quand on va y retourner, j'espère au mois de novembre prochain, eh bien, ça fera 2 ans qu'ils n'auront pas vu quelqu'un. Donc là, ils vont être, je pense, surpris. Mais donc en novembre, ouais, c'est bien. Et puis après, évidemment, le milieu de l'été, ce sera le 21 décembre en Antarctique. Et puis, voilà, après, ça évolue comme ça. Ça dépend un petit peu de ce que vous voulez voir. Si vous faites beaucoup de photos, beaucoup de films, c'est un petit peu des intérêts de chacun aussi, quoi. On a une question sur la durée de l'expédition. Alors, ça, il y a différentes durées. Enfin, je pense que la durée moyenne, c'est environ 6 jours sur place. C'est environ ça. Maintenant, 6 jours et demi, maintenant, avec les bateaux qui vont plus vite. Je crois qu'il y a différentes propositions. Hein. Je n'ai pas tous les programmes en Oui, tête. on va en parler un petit peu plus en détail. À la fin. Mais voilà, en général, c'est 6 jours et demi sur place. Donc, ce qui permet quand même 10-12 débarquements quand même dans une croisière. Et donc, qui permet vraiment d'optimiser le temps sur place, quoi. Donc, et quand on a fait, je dirais, une douzaine de débarquements dans une croisière, on commence à être un petit peu fatigué. J'en ai connu qui commençaient à être fatigués. Et c'est pas mal comme rythme et c'est une bonne période sur le terrain. Je crois que là, ce qu'on voit à l'image, c'est l'île de la Là, Déception. c'est l'île de la Déception, exactement, Laurence. Donc, en général, je dis pas toutes les fois, mais on rentre dans cette
fameux cratère de l'île de la Déception. Donc, l'île de la Déception, je vous dirai pourquoi déception. C'est un cratère qui s'est en partie éventré et donc il y a une baie, la mer est rentrée dedans et on peut rentrer. Et les baleiniers qui sont venus là les premiers se sont dit ah super, une île en fer à cheval, très abritée, tout ça, on va pouvoir se mettre à l'abri. Et en fait pas du tout. Dans cette dans cette île de la Déception, vous avez des vents qui se mettent à tourner, mais vous croyez dans une machine à laver. Ça peut être épouvantable. Et donc, c'est pas du tout un cadeau quand il fait mauvais. Là, vous voyez quelque chose qui a été découvert récemment. Charcot, donc, a hiverné 2 fois en Antarctique, avec le français et avec le pourquoi pas, avait marqué la plus haute marée, donc dans la roche. Et donc là, on a retrouvé récemment ce fameux F. Et dans la port circoncision sur l'île Petermann, on a retrouvé récemment le PP de pourquoi pas, qui a été un petit peu plus effacé, mais là on voit bien le F donc du français. Hein. Donc ça, c'est l'hivernage 1904-1905. Donc ça commence à avoir quelques années derrière nous. Et c'est tout à fait passionnant que d'aller dans ces sites, quoi. On peut se rendre compte un petit peu comment c'était de passer un hiver dans ces régions-là. Quelques images drones que l'on a eu la chance de faire l'année dernière. Alors, si des personnes ont des velléités d'y aller avec un drone, je vous dis tout de suite, c'est hors de question. On ne vole pas en drone en Antarctique, sauf avec des autorisations extrêmement spéciales. Et même nous on a une société nous de prise de vue par drone, et en relation avec Quark, eh bien, c'est très compliqué de voler en drone. Donc là, on vous montre des images drone, c'est sublime, mais n'imaginez pas partir avec un drone en Antarctique. Vous pouvez partir avec tout ce que vous voulez comme type de caméra, d'appareil photo, et je vous y encourage, mais les drones, on oublie tout de suite. Voilà, je crois qu'on a déjà fait un beau panorama de l'Antarctique avec Rémi. Et puis, pour terminer, puis on verra après si on veut faire un échange questions-réponses, je vais vous parler justement un petit peu plus concrètement des prochains départs groupes que l'on a programmés ensemble. Donc, on a déjà quelques mots sur les expéditions. Donc, il y a les expéditions les voyages de Quark Expédition, et puis en plus, Bleu Infini donc, organise depuis la France donc, ces expéditions clés aux mains, où vous allez partir depuis Paris avec un acheminement aussi possible depuis la province. Vous allez partir, je crois Rémi, tu retrouves les clients dès l'aéroport, hein, tu pars avec eux. Et puis, il y a d'abord un premier vol de Paris jusqu'à Buenos Aires, qui est la première étape, où il y a une nuit à Buenos Aires. Il y a, je crois aussi, un dîner dans un restaurant typique avec une visite de Buenos Aires. Et puis le lendemain, on va prendre le second vol de Buenos Aires jusqu'à Ushuaia. Et là, pareil, il y aura une nuit inclue à Ushuaia. Le lendemain matin, vous faites le groupe une visite du parc de la Terre de Feu. Et puis dans l'après-midi, on va embarquer à bord du navire pour l'expédition. Une fois qu'on est à bord du navire, c'est vraiment tout est inclus. Donc on est en pension complète. Toutes les excursions qu'a mentionné Rémi, que ce soit les croisières en Zodiac, que ce soit les débarquements à terre, que ce soit les conférences, tout est inclus. Et en plus des conférences qui sont données à bord par les experts de Quark, vous avez les conférences de Rémi, qui est entièrement dédiée aux passagers des groupes Bleu Infini. Donc, on a 2 départs qui sont programmés sur cet itinéraire, qui est vraiment l'itinéraire classique. Donc là, c'est 15 jours, mais 15 jours, ça inclut les voyages depuis la France, l'escale dont j'ai parlé à Buenos Aires, l'arrivée à Ushuaia, et puis la même chose au retour. Donc, c'est 2 semaines au total, avec donc l'expédition. Donc, il y aura 2 départs qui sont programmés en groupe avec Rémi. Un en novembre 2021 et un en janvier 2022. Donc 2 périodes différentes, comme on l'a expliqué, et sur 2 navires différents. Donc vous avez le premier groupe en novembre qui est sur l'Ultramarine et le deuxième en janvier qui est sur le World Explorer. Donc je vais parler un petit peu des navires aussi, parce que ça peut aussi influer votre choix. Ah oui, et puis je vais en parler après.
Et un départ spécial, alors celui-là, il est vraiment très, très spécial. C'est un départ pour voir une éclipse solaire en Antarctique qui aura lieu le 4 décembre 2021. Donc, c'est un événement très rare puisque la prochaine opportunité, ce sera en 2039. Donc, je ne sais pas où nous serons en 2039, mais ce sera seulement la deuxième fois dans l'histoire que des êtres humains auront la possibilité d'observer une éclipse depuis l'Antarctique, parce qu'il y en a eu bien sûr par le passé, mais on n'a pas la possibilité de s'y rendre. Quark Expedition a été la première compagnie il y a quelques années à organiser une expédition éclipse, et puis cette fois, on recommence donc pour ce mois de décembre. Alors, le voyage éclipse, il est sur un autre itinéraire qui est un petit peu plus long, vous allez voir, puisque il associe la péninsule antarctique, mais également la Géorgie du Sud, qui est un autre archipel des îles subantarctiques, puisqu'en fait, vous le voyez, le passage de l'éclipse, l'éclipse est en fait la plus visible en mer de Scotia, donc au large de la Géorgie du Sud. Alors, la Géorgie du Sud, on n'en a pas encore parlé, mais si vous avez l'occasion d'avoir un voyage un petit peu plus long et de pouvoir combiner Antarctique et Géorgie du Sud, c'est vraiment une destination incroyable. Vous voyez cette photo ici. La Géorgie du Sud, elle est surnommée parfois les Galapagos polaires parce qu'elle a vraiment une faune exubérante et on peut y voir des espèces qui sont différentes en fait de celles de l'Antarctique, notamment les manchots royaux que vous voyez ici. Il y a des colonies absolument gigantesques de manchots royaux. On parle de jusqu'à 600 000 individus en Géorgie du Sud, et puis également des éléphants de mer notamment. Et puis la Géorgie du Sud, elle a aussi toute une histoire, puisqu'il y a toute l'histoire de Shackleton qui a trouvé refuge en Géorgie du Sud, qui est enterré en Géorgie du Sud et dont on peut voir également la tombe. Donc, la Géorgie du Sud, c'est vraiment pour moi, si j'ai l'occasion de retourner en Antarctique, c'est la destination que j'aimerais faire. Et donc, le voyage de l'éclipse, c'est un voyage qui combine Antarctique et Géorgie du Sud et qui sera donc en décembre 2021. Les navires que l'on utilise, il y en a donc 2 sur ces expéditions. Là, on va parler de 2 navires qui sont tout récents, qui ont vraiment rejoint la flotte de Quark Expedition récemment, voire qui vont la rejoindre d'ici quelques semaines. Le premier, c'est le World Explorer. Donc, le World Explorer, il fait le voyage antarctique classique, on va dire, de janvier 2022, et il fait également le voyage de l'éclipse. Donc, il fait ces 2 voyages. Donc, le World Explorer, il a été inauguré en 2019, donc il est tout récent. C'est un navire de 172 passagers. Sachez que tous nos navires ont toujours moins de 200 passagers. Ça, c'est applicable à tous les navires Quark. Avoir moins de 200 passagers, c'est très important parce qu'en Antarctique, ça donne accès à beaucoup plus de sites. Comme l'expliquait Rémi, on adapte le programme au jour le jour et en fait, avec moins de 200 passagers, on a accès à plus de 200 sites de débarquement potentiels en Antarctique. Si vous passez la barre des 200, les navires qui ont plus de 200 passagers, ils ont accès à uniquement 14 sites. Donc, ça fait vraiment une énorme différence au niveau de l'expérience. Le World Explorer, donc, il a des très, très belles cabines qui sont grandes, qui démarrent à 25 mètres carrés, donc très spacieuses. Il y a le choix entre avoir une cabine avec plus d'espace intérieur et ce qu'on appelle un balcon à la française, donc où on peut se pencher mais pas sortir. Et puis, il y a la cabine, comme on voit ici, qui s'appelle la véranda, où vous avez 20 mètres carrés à l'intérieur et vous avez un balcon, comme on voyait ici, à l'extérieur. Donc, très, très beau navire. Qui est équipé d'un auditorium pour les conférences, d'un très beau salon panoramique d'observation, mais aussi d'un spa à l'Occitane, d'une piscine chauffée, pourquoi pas, et d'un centre de fitness. Donc voilà, on est vraiment sur de très belles prestations sur ce navire. Et à noter également que le World Explorer est un navire à propulsion hybride, donc qui a des moteurs à la fois diesel et électriques, des moteurs Rolls-Royce. Et donc, comme tous les nouveaux navires, ils prend vraiment un impact environnemental réduit de cette nouvelle génération de navires. Donc ça, c'est le World Explorer. Et puis alors, la toute nouvelle addition à notre flotte, c'est tout nouveau navire qui s'appelle l'Ultramarine. Donc l'Ultramarine, là, vous voyez, c'est encore une photo d'illustration parce qu'en fait, le navire vient de terminer, d'ailleurs, il y a quelques jours, ses essais en mer puisqu'il vient d'être construit en Croatie. Les essais en mer sont terminés et Quark Expedition va en prendre réception dans les semaines à venir. Et donc, c'est vraiment, en fait, c'est le premier navire qui est construit par Quark Expedition. Les autres navires, comme le World Explorer,
nous ne sommes pas propriétaires du World Explorer. En fait, Quark Expedition l'affrète pour plusieurs saisons. Mais au bout de 30 ans, on a voulu construire notre bateau et le voici. Donc, les 30 ans d'expérience polaire de Quark sont dans ce tout nouveau navire qui a une capacité maximum de 199 passagers et lui fera le voyage antarctique classique de novembre 2021, notamment, entre autres. Qui sera, moi, Laurence, mais ce sera sa croisière inaugurale en Antarctique d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ah non, il y a un départ avant. Il y en a un 31 octobre. Donc, il y en a mais ce sera vraiment sous ses premiers. Ouais, ce sera dans ses premiers voyages en Antarctique. En Antarctique. Ce sera le second, je crois. Ouais. Donc là aussi, on va être sur, comme vous le voyez, des très belles cabines, très spacieuses. Il y a 9 catégories de cabines qui démarrent pour les cabines doubles à un peu plus de 26 mètres carrés. Donc elles sont vraiment spacieuses. Elles sont toutes extérieures, beaucoup de catégories aussi avec des balcons. Donc on est tout le temps connecté au paysage polaire. On aura ce très beau restaurant. Il y aura 2 restaurants, le restaurant principal et puis un bistrot qui servira à une cuisine un peu plus légère. Là aussi, on aura un très bel espace spa avec ce sauna avec vue panoramique sur les paysages polaires. Mais même si les navires, on l'a dit, deviennent de plus en plus confortables, chez nous, chez Quark, on est vraiment persuadé que le cœur de l'expédition, c'est ce qui se passe en dehors du bateau. Et donc, on a vraiment imaginé l'ultramarine comme la base ultime d'exploration polaire, avec 20 Zodiacs, donc des Zodiacs qui seront à déploiement rapide. Donc, en fait, le hangar à Zodiac est situé au niveau de la ligne de flottaison, ce qui fait que c'est beaucoup plus rapide, en fait, pour lancer une excursion. On peut mettre très, très rapidement tous les Zodiacs sur l'eau. On aura, ça d'ailleurs, on a aussi sur le World Explorer une salle de préparation de vestiaire où chaque passager a son casier, où il peut ranger la parka et les bottes dont on parlait. Et puis la très très grande nouveauté de l'ultramarine, ce sont ces 2 hélicoptères. Donc l'ultramarine est équipée de 2 hélicoptères bimoteurs et sur toutes les croisières de l'ultramarine en Antarctique est inclus un vol pour tous les passagers de 10 à 15 minutes en hélicoptère. Donc, ça permet des nouvelles perspectives aériennes. Donc, il y aura un vol inclus pour tous les passagers. Et puis après, il y a aussi des excursions optionnelles qui peuvent être proposées sur certains départs. C'est un nouveau moyen de déplacement. Jusqu'à présent, on avait les Zodiacs qui nous permettent d'explorer les côtes. L'hélicoptère va nous permettre d'aller aussi plus dans les terres et puis de proposer de nouvelles activités. Donc, on a hâte de voyager sur ce nouveau. Oui, tu as raison, oui, on a hâte. Oui. Et puis, au niveau du matériel, comme on le disait, donc, tous les passagers reçoivent leur parka. Donc, en fait, quand vous vous inscrivez, vous allez communiquer votre taille de parka et aussi votre pointure de botte. Vous recevez la parka Quark et vous repartez avec au terme de votre voyage. Et puis, les bottes, elles vous sont prêtées pour la durée de l'expédition. Voilà. Et puis, maintenant, on est ouvert aux questions. S'il en reste. Alors, il n'y a pas de questions pour le moment. Si les personnes ne souhaitent pas s'exprimer avec le micro, vous avez l'outil discussion en bas, ou simplement vous pouvez taper votre question. Alors, on en a une qui arrive de questions, c'est une idée du prix. Anne, je ne sais pas si tu es là, peut-être que tu pourras, ou Lucien, peut-être tu pourras répondre mieux que moi sur les… Oui, alors, bonsoir. Le prix estimatif du voyage au départ de novembre, tout compris, est en cabine balcon est à 12 990 €, le tout compris avec le vol au départ de Paris. Et en cabine infinitive, balcon infinitif, il doit être un peu plus cher, à 13 000 et des poussières. Voilà. Mais tout est compris dès le départ. Hein. Okay. Alors, à partir de combien de personnes un départ est-il garanti? Il est garanti, quoi qu'il arrive maintenant, puisque dans toutes les dates de départ dont on vous a annoncé, il y a assez de personnes déjà inscrites, aussi bien pour le mois de novembre que pour le mois de janvier. Et pour répondre exactement à votre question, à partir de 15 participants, le voyage part avec Rémi Marion. Voilà. Je crois que j'ai vu une autre question passer. Prix indicatif. Et je voulais dire aussi, j'en profite, que si aucune des dates qu'on a mentionnées voilà. Ne vous convenait, sachez qu'il existe d'autres voyages qui, pour le coup, ne sont pas avec Rémi, mais qui sont des voyages Quark où il y a un programme francophone à bord. Donc, sur certaines dates identifiées, il y a des guides
de l'équipe Quark qui sont francophones. Donc, si jamais aucune des dates qu'on a citées ne vous convenait, sachez qu'il y a d'autres dates qui existent où on peut vous organiser les vols, etc. depuis Paris. Là, pour le coup, il n'y a pas Rémi, mais il y a d'autres dates francophones qui existent, aussi bien sur le World Explorer que l'Ultramarine. Il y a juste un petit détail important, c'est-à-dire que même sur ces départs francophones, Bleu Infini assure quand même le package pour vous amener en avion, pour faire vos transferts et tout ça. Donc, c'est quand même assez important. Bien entendu, nous, on sélectionne des dates bien précises. On a déjà sélectionné même pour 2022-2023 pour vous permettre d'avoir déjà un nombre conséquent de personnes sur une même date de départ et surtout d'avoir la présence de Rémi Marion à bord et pendant votre séjour et votre expédition. Voilà, d'autres questions. J'ai entendu prix single. Ouais. Une question bête là, par rapport au Covid. Bon, vous demandez votre perception par hypothèse de ce qui se passera en fin d'année. Je pense que personne ne pourra me répondre. Au cas où ça se passe mal, bien entendu, vous remboursez, je suppose. Mais si ce n'est pas du fait de la compagnie, si par hypothèse l'Argentine empêche d'accéder à Buenos Aires ou des choses comme ça, vous remboursez. Alors, on va vous répondre tout de suite. Ouais. C'est qu'on va vous proposer une assurance Covid qui vous couvre, qui couvre par rapport au cas de Covid ou à la fermeture des frontières d'Argentine ou de France. Vous avez une assurance que vous devez prendre en supplément. L'assurance Covid rapatriement est compris dans le package que nous vous proposons, mais on vous propose après une assurance Covid qui, même jusqu'au dernier jour du voyage, marche donc sans aucun souci. Et Quark s'engage aussi à une procédure aussi bien spécifique par rapport aux cabines, puisqu'on parle vraiment de l'expédition Quark. Il y a un engagement de Quark en cas de vraiment de gros problèmes de Covid, que ce soit de France ou d'Argentine. Il y a soit un report possible, soit un remboursement. Mais si vous prenez l'assurance Covid supplémentaire, qui s'appelle l'annulation bagages, qui représente, donc, qui vous permet, même jusqu'au dernier jour de votre départ, d'être couvert. Voilà. Et sachez que dans l'assurance rapatriement, il est compris en cas de vraiment de gros soucis et que vous soyez bloqué, dans cette assurance, vous êtes pris en charge pendant 15 jours par notre assurance. Donc, si vous devez faire des tests, si vous devez être confiné dans un hôtel en Argentine avant de rentrer sur la France. Voilà. Vous envisagez de demander le vaccin obligatoire ou vous ne savez pas encore? Ça, on ne peut pas répondre. Pour l'instant, on peut supposer, ça sera logique. Ce serait bien. Pour l'instant, il n'y a pas de décision qui a été prise, mais alors il reste encore beaucoup de temps d'ici le mois de novembre. Donc, pour l'instant, c'est encore un petit peu tôt pour répondre à cette question par rapport au vaccin. Je vais vous dire le processus qui est établi à l'heure actuelle, en sachant que tout reste évolutif parce que d'ici novembre ou janvier, il y a encore beaucoup de temps qui peut s'écouler. Ce qu'on a décidé à l'heure actuelle, c'est que il y a un premier test qui est à réaliser chez soi, mais qui est de toute façon nécessaire aussi pour prendre l'avion dans les 72 heures avant le départ. Vous arrivez sur place. Quand vous arrivez à Ushuaia, il y a une nuit d'hôtel où tous les passagers Quark dorment à l'hôtel. À cet hôtel, nous, en fait, Quark, on a acquis le matériel nécessaire pour faire des tests, alors différents types de tests, des tests rapides et des tests PCR. Donc, avant l'embarquement, on va retester tous les passagers à l'hôtel d'Ushuaia avec un test à résultat rapide. On a les résultats en une demi-heure, 1 heure. Donc, on peut rapidement tester tous les passagers. Donc, c'est une deuxième sécurité avant l'embarquement. Une fois que vous avez embarqué, il y aura régulièrement des prises de température qui sont faites à bord avec les petits thermomètres frontaux. Et puis, au bout de 4 jours du voyage, on va refaire un test à résultat rapide sur l'ensemble des passagers. Comme ça, on est vraiment hyper sécurisé. En sachant que la grande quand même chance de la destination antarctique, c'est qu'une fois que vous avez embarqué et que tout le monde a été testé à bord, vous ne rencontrez plus aucun être humain pendant toute la durée de votre voyage. Il n'y aura que des manchots. Donc voilà, on est vraiment sur une destination. Des quoi? Des manchots? Oui. Parce que je m'appelle Manchot, moi. C'est pas vrai. donc des congénères, voilà. Donc, on voulait vous rassurer là-dessus, c'est-à-dire que même si vous êtes intéressé déjà par un de nos expéditions de novembre ou de janvier 2022, nous vous conseillons déjà de vous inscrire auprès de votre agence
okay, donc de bleu voyage, que vous avez l'habitude d'avoir. Okay, et donc, avec cette sécurité quand même Covid qui est assez importante. Voilà. En sachant que le process que j'ai indiqué, il peut être amené à évoluer. Là, il y a beaucoup de temps parce qu'on pourrait envisager, je ne sais pas, je dis ça, mais par exemple que les personnes qui ont été vaccinées puissent être dispensées de certains tests. Enfin, c'est des choses qui arrivent, qui commencent à se mettre en place sur certaines destinations. Donc, je vous communique ce qui est en place maintenant. D'ici novembre, la situation aura beaucoup évolué et favorablement, on peut l'espérer. Je pense, j'espère. Vous couchez à quel hôtel à Ushuaïa? Je crois que Rémi, d'habitude, c'est où il y en a plusieurs. Ça dépend. Il y a l'Albatros, mais il y en a d'autres. Sur la Slenias, l'Albatros. C'est toujours de belles. Il n'y a pas de souci. Je suis en train d'en réserver pour mes prochaines vacances en août et pour savoir. Ah bien. Ok. Voilà. Et dernière question, après j'arrête de monopoliser. Pas de souci. Si par hypothèse, au retour, on souhaite de façon tout à fait indépendante de rester à Ushuaïa, c'est possible de ne pas remonter dans l'avion et de prendre notre autonomie à partir de ce moment-là. Tout à fait. Sans aucun souci. Il suffira juste de nous le préciser lors de votre inscription auprès de votre agence en disant je désire différer mon retour de 2, 3, 4 jours, soit à Buenos Aires, soit à Ushuaïa, et on s'en occupera sans aucun souci. D'accord, ok, parfait. Et je une petite question de Bernard, là. Oui. Qu'est-ce que vous avez pour être simple, qu'est-ce que vous avez de plus par rapport au Ponant? Question. Là, Laurence, je comprendrai que tu ne veuilles pas répondre, mais moi, je peux le faire. Ou de moi. Je peux me permettre de le faire. Parce qu'on a de plus, déjà, c'est qu'on est très différents et qu'on n'est pas à Ponant, déjà. Oui, c'est ça. Oui, ça oui. Moi, je peux vous dire que j'ai été le premier chef d'expédition sur des croisières polaires Ponant, donc en 1999 et 2000. Non, la grosse différence, déjà, on est sur des bateaux plus petits. On est sur une autre, on est vraiment dans l'expédition. C'est pas l'expédition, c'est pas un terme. Et c'est ce que j'ai expliqué en préambule. C'est pas juste un terme marketing. Avec les croisières Quark et surtout avec le staff Quark, avec les chefs d'expédition Quark, vous n'êtes pas du tout dans la même dynamique. On vous obligera pas à mettre la cravate le soir pour venir dîner. Si vous voulez venir comme vous êtes bien, c'est le principal. Le but étant sur ces voyages-là, vraiment de partager, d'échanger. Et ça, je pense que c'est une grosse différence pour connaître aussi, parce que j'ai des clients, moi, qui sont allés chez Ponant, qui voyagent aussi un petit peu beaucoup. C'est différent de l'atmosphère, surtout. Et c'est ça, c'est très important. On ne peut pas aller dans ces endroits-là vraiment pour consommer, pour se montrer. Ce n'est pas le bon endroit pour ça. Là, on est là pour partager, pour échanger, pour comprendre, pour poser des questions, pour le soir se retrouver devant un film polaire et parler d'expédition polaire, pour se retrouver au bar avec un des guides que vous avez croisé dans la journée qui va vous raconter ses aventures en kayak de mer au Groenland Est, par exemple. Et c'est ça la grande force, je dirais, la grande différence entre Ponant et Quark. Ce n'est pas les paysages sont les mêmes, sauf que là, vous allez plus en profiter parce que vous pourrez être vous-même, vous pourrez être aussi avec des gens sympas, avec du staff enthousiaste. Et ça, c'est vraiment, je pense, la plus grosse différence. Et moi, je pense aussi la grande différence aussi importante aussi, c'est l'improvisation du commandant. Moi, je l'ai vécu il y a 2 ans avec toi, Rémi, quand le commandant a décidé d'aller voir une nouvelle baie. Et là, ça a été pour les personnes qui étaient avec nous et donc nos clients, on a passé un moment extraordinaire. On a vu une multitude de baleines, de phoques léopards. C'était vraiment un très, très grand moment. Donc, je pense que c'est ça, c'est la disponibilité d'accès entre l'équipage et les personnes. C'est le côté expédition qui n'est pas du tout un produit marketing, qui est vraiment l'esprit de cette croisière. Ok, merci. Puis on ne fait que du polaire, parce qu'on ne fait aucune autre destination. Donc, et non, parce je pense, comme on l'a dit, c'est vraiment la destination qui est au cœur avant tout. On a eu une expérience Ponant, mais malheureusement, pour des problèmes sanitaires, l'expérience s'est arrêtée aux abords de la Géorgie du Sud. Oui. On a été rapatriés, donc on a… Mais la grosse différence aussi, pour parler du staff, c'est que sur un bateau Ponant, vous allez avoir 12 personnes qui vont faire le staff. Le staff Quark, ça va être minimum 24 personnes. On a en moyenne un guide pour 7 passagers en moyenne. Donc ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme, oui. Ouais. Ça, c'est énorme.
Et pour rassurer tout le monde, parce que c'est très important pour nos amis français, on y mange très très bien aussi à bord du bateau de quoi. Et ça, il faut le préciser. Donc, voilà. Vas-y Rémi. Oui, non, je vais être obligé de vous quitter. D'accord. Un grand merci en espérant tous vous retrouver en Antarctique ou ailleurs. Voilà, on peut continuer à échanger pour ceux qui veulent aussi. Moi, je suis assez disponible. Vous achetez mes bouquins aussi. N'hésitez pas. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera en Arctique ou en Antarctique avec vous. Puis on va faire d'autres rendez-vous où on va parler Arctique aussi. On va parler Arctique aussi, Laurence, tu as raison.